Tout bascule dans les prochains mois au Sahel. Le récit juxtapose une fatigue sociale. Écoles sans livres, hôpitaux sans médicaments, armées sans munitions et des leviers froids, or, uranium, francs CFA, contrats et alliances en disant que l'Occident redoute moins une arme qu'un exemple à suivre. Comment cette histoire peut-elle dire à la fois près de 70 millions d'habitants pour l'Alliance sahélienne et 90% de bénéfices miniers captés, puis pointer Ibrahim Traoré comme cible ? Sanctions, rumeurs, réseaux. La suite s'écrit maintenant, pas à pas, sans réponse simple. La promesse de ce récit est claire, suivre une mécanique plutôt qu'une émotion. Il ne s'agit ni de célébrer un homme, ni de condamner un symbole, mais d'ordonner des éléments cités, ressources, monnaie, alliance, sécurité, pour comprendre pourquoi la séquence ouverte au Burkina Faso attire autant d'attention. L'enjeu dépasse la procédure politique et touche à la vie praticable. Sécurité nocturne, accès aux soins, continuité des écoles, prix des biens essentiels. Ce cadre impose une règle de lecture simple, comparer deux fragilités. D'un côté la rupture, qui expose immédiatement à des pressions, des sanctions et des rumeurs. De l'autre, le statu quo, décrit comme une dépendance durable où la valeur part vers l'extérieur pendant que le quotidien se dégrade. Le bénéfice attendu pour le lecteur tient dans peu de mots. Distinguer symbole et système, cause et effet. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une solution totale, mais comme un point d'appui qui révèle des tensions anciennes. La question n'est donc pas qui a raison, mais quelle mécanique réduit la violence concrète et à quel prix. Près de 6 millions de personnes. C'est la taille démographique attribuée à l'Alliance sahélienne dans ce récit, présenté comme un basculement régional. En parallèle, un autre chiffre sert de repère. Environ 90% des bénéfices des mines industrielles auraient longtemps quitté les pays producteurs, laissant une marge réduite aux États et aux communautés locales. Ces deux nombres ne cherchent pas à prouver, mais à orienter la lecture. Ils installent une mécanique, une base ancienne, extraction, monnaie, contrat et un déplacement envisagé qui suffit à créer de la friction. À partir de là, le texte remonte le fil pour expliquer pourquoi la séquence burkinabé n'est pas lue comme un simple épisode politique, mais comme un test de solidité du système. L'idée centrale est que toucher au rapport de richesse déclenche des réactions prévisibles, indépendamment des intentions affichées. Le contexte était volontairement resserré. Le récit convoque deux précédents historiques, Patrice Lumumba en 1961 et Thomas Sankara en 1987, non pour détailler leur dossier, mais pour suggérer un schéma récurrent. Quand un dirigeant tente de modifier des équilibres économiques, des forces extérieures referment l'étau. Cette grille est ensuite appliquée au Burkina Faso, décrit comme prisonnier d'une démocratie vécue comme formelle, applaudi à l'extérieur, mais incapable d'enrayer l'insécurité et l'appauvrissement. Un témoin ordinaire, Ousmane, sert de point d'ancrage. Son parcours, voter, attendre, puis vendre des pièces détachées pour acheter du riz, traduit l'usure d'une loyauté civique sans retour tangible. À travers lui, la politique cesse d'être abstraite. Elle devient une suite de manques concrets, observés, mandat après mandat. C'est dans ce cadre que le nom d'Ibrahim Traoré apparaît non comme une figure mythifiée, mais comme un révélateur. Le récit pose alors sa question directrice. Qu'est-ce qui, concrètement, rend cette trajectoire dangereuse dans sa propre logique narrative? Ousmane devient le fil conducteur parce qu'il ne parle pas au nom d'un parti ni d'une idéologie. Il incarne une mesure simple. Ce qui change, ça doit se voir dans les gestes quotidiens. Dans le récit, son regard traverse deux tableaux rapprochés. D'abord la capitale qui gonfle sous l'effet des déplacements internes. Voisins fuyants, familles dormant dehors, routine brisée par l'insécurité. Ensuite, la caserne et le front, où l'on oppose une armée formée par des partenaires extérieurs, mais privée de moyens, à des groupes armés mieux équipés. Le contraste n'est pas théorique, il est vécu. Ce prisme prépare l'impact précoce de la séquence 2022. Janvier arrive comme une réponse applaudie,
parce qu'elle promet la protection avant la procédure. Septembre resserre le cadre, des soldats jeunes, des uniformes poussiéreux, un langage venu du terrain plutôt que des tribunes. Dans cette narration, Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme une abstraction du pouvoir, mais comme une fonction de traduction entre une fatigue sociale et une promesse d'action immédiate. L'effet est mesurable à court terme, mais fragile. Si la légitimité se juge à l'action, chaque jour devient un référendum silencieux. La sécurité doit progresser ou le récit s'effondre. Rien n'est garanti. Une direction est annoncée. Ousmane observe alors moins les discours que les signaux faibles. Circulation de nuit, ouverture des marchés, continuité des services essentiels. L'essentiel s'impose sans emphase. La politique touche la survie, pas le rituel. C'est cette translation du vote vers la protection qui explique l'adhésion initiale et prépare la suite des événements avec ses risques et ses attentes. L'activation du récit commence par une fatigue accumulée plutôt que par un slogan. Les années précédentes 2022 sont décrites comme une descente continue. Villages menacés, services publics à l'arrêt, routes devenues impraticables et une armée qui recule faute de moyens matériels. Dans ce cadre, la priorité cesse d'être la conformité institutionnelle, elle devient la protection immédiate. Janvier 2022 est alors posé comme un premier basculement accepté parce qu'il promettait un rétablissement de la sécurité, non une réforme abstraite. Les rues se remplissent, non par rejet de la liberté, mais par rejet d'une liberté vécue comme vide de résultats concrets. Le pic narratif arrive quelques mois plus tard, quand cette promesse initiale est jugée insuffisante. Le récit décrit une erreur fatale. Conserver les anciennes amitiés, écouter les mêmes conseillers, laisser ouvertes les portes des centres d'influence accusés d'avoir échoué. Les attaques continuent, l'insécurité se propage, et la confiance s'érode plus vite que le sable dans le vent. Pour Ousmane, les visages changent, mais les mécanismes demeurent. L'humiliation s'accumule quand l'espoir se fissure et l'attente d'une correction devient palpable. Septembre 2022 marque alors un second choc, plus tranchant. La scène médiatique est familière, annonce à la télévision nationale, mais l'atmosphère diffère. Des soldats jeunes apparaissent, les uniformes poussiéreux, avec l'impression d'un pouvoir revenu du front. Ibrahim Traoré surgit dans cette narration comme une figure de bascule, parlant le langage de la caserne plutôt que celui des tribunes diplomatiques. Il ne promet pas un avenir radieux. Il affirme que les voies précédentes ont été tentées et ont échoué, et qu'une autre méthode doit être essayée. Les répliques s'enchaînent aussitôt sous forme de bataille de cadrage. À l'extérieur, l'événement est qualifié de coup d'État dans le coup d'État, rangé dans le chaos et l'instabilité. À l'intérieur, la rue le lit comme une correction, une reprise en main par les enfants du pays. Deux légitimités s'opposent alors frontalement, celle de l'urne, valorisée par les partenaires internationaux, et celle de l'action, revendiquée par une population confrontée à la peur quotidienne. Le récit insiste sur ce décalage, car il explique la rapidité de l'adhésion comme de la critique. Un dernier effet visible scelle cette phase. Les foules agitent des drapeaux multiples, Burkina Faso, mais aussi Mali, Niger, Russie, présentés non comme folklore, mais comme un signal. Le geste est lu comme le rejet calculé d'un système accusé d'avoir échoué pendant des décennies. À partir de là, Ibrahim Traoré est décrit comme dangereux, moins par une arme que par l'exemple qu'il pourrait donner. Écouter la rue avant l'ambassade et accepter de payer le prix immédiat d'une rupture. Cette séquence ferme la phase d'activation et de pic et ouvre celle des conséquences. La promesse n'est plus seulement nationale, elle devient régionale et les réactions extérieures prennent une autre dimension. Pour poser le décor, le récit commence par un repère chiffré qui sert de point de départ et structure la suite du raisonnement. Pendant des décennies, selon le récit, environ 90% des bénéfices issus des mines industrielles auraient été captés par des sociétés étrangères. Cette proportion n'est pas présentée comme une anomalie ponctuelle, mais comme la règle d'un modèle d'extraction où la valeur quitte le territoire, tandis que les communautés proches des sites miniers restent exposées à la poussière, aux pollutions et à une protection minimale. L'écart envisagé est simple. Toute tentative de renégociation ou de recentrage national rompt un équilibre profitable aux acteurs habituels et déclenche mécaniquement des résistances. Ensuite, le récit introduit un autre repère chiffré, cette fois autour de l'énergie et de l'uranium.
Le texte affirme qu'environ 70% de l'électricité française proviendrait du nucléaire et qu'une ampoule sur 3 serait alimentée par de l'uranium extrait au Sahel, en particulier au Niger, voisin direct du Burkina Faso. En miroir, il avance que dans certaines zones proches des sites d'extraction, près de 80% de la population n'aurait pas accès à l'électricité. Ici encore, la logique n'est pas technique mais comparative. Une ressource stratégique circule vers l'extérieur, tandis que l'espace d'origine reste dans l'obscurité. Ici, l'écart n'est pas chiffré en flux réel, mais en décalage vécu, suffisant pour alimenter une lecture politique de l'injustice. Puis, l'attention se déplace vers la monnaie, avec un troisième repère destiné à éclairer la dépendance décrite. Le récit rappelle que les pays utilisant le franc CFA devaient conserver 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français, règle héritée de l'après-guerre. Cette proportion fonctionne comme un point de référence institutionnel. L'écart envisagé serait une sortie progressive de ce dispositif ou la création d'une nouvelle architecture monétaire au sein de l'Alliance des États du Sahel. Le texte n'en mesure pas l'impact immédiat. Il s'en sert pour illustrer une dépendance structurelle. Quand la moitié des réserves est placée hors des frontières, les marges de manœuvre internes sont limitées et toute contestation devient un acte politique visible. Pris séparément, ces chiffres restent fragiles et discutables. Pris ensemble, ils composent une cohérence narrative. Chaque axe, bénéfice minier, dépendance énergétique, contrainte monétaire, repose sur une règle ancienne et sur l'hypothèse d'un déplacement. C'est cette accumulation qui explique pourquoi la séquence burkinabé est lue comme autre chose qu'un changement de dirigeant. Elle suggère que toucher à un point du système fait vibrer les autres. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'origine des tensions que comme leur point de convergence. Le récit ne dit pas que les chiffres prouvent une vérité définitive, il dit qu'ils rendent compréhensible la réaction rapide des partenaires extérieurs. Si la baseline est remise en cause, le delta devient une menace perçue et la pression s'organise. D'un côté, le récit met en avant une lecture critique venue de l'extérieur. Dans cette lecture, la rupture opérée au Burkina Faso est d'abord un facteur d'instabilité. Le récit rapporte que des observateurs occidentaux parlent d'un coup d'État dans le coup d'État, soulignant 3 risques majeurs. Le premier est institutionnel. L'affaiblissement des règles formelles rendrait l'État plus vulnérable aux luttes internes. Le second est stratégique. La dépendance à de nouveaux partenaires sécuritaires pourrait déplacer la dépendance plutôt que la réduire. Le troisième est économique. Sanctions, gel d'aide et isolement diplomatique pèseraient immédiatement sur une économie déjà fragile au détriment des populations. Dans cette optique, la rupture serait coûteuse à court terme et incertaine à long terme. De l'autre, il développe une lecture centrée sur la légitimité par l'action. Elle ne nie pas la valeur de l'urne, mais la juge insuffisante lorsque la vie quotidienne bascule dans la peur. Le récit insiste sur l'écart entre cérémonie diplomatique et réalité du terrain. Écoles sans livres, hôpitaux sans médicaments, soldats manquant de moyens face à des groupes armés mieux équipés. Dans ce cadre, le renversement est présenté comme une correction, portée par des soldats poussiéreux et par une rue qui applaudit moins un uniforme qu'une promesse de protection. La légitimité se mesure alors non par la procédure, mais par la capacité à réduire la violence concrète. La synthèse proposée par le récit repose sur une mécanique commune aux deux thèses. Quand un dirigeant cesse d'écouter prioritairement l'ambassade et commence à écouter la rue, il devient une menace perçue, non seulement politique mais financière. Les chiffres évoqués plus tôt, bénéfices miniers, dépendance énergétique, contraintes monétaires, servent de support à cette idée. Ils expliquent pourquoi la réaction extérieure est rapide et pourquoi l'Alliance des États du Sahel est présentée comme un amortisseur face au risque d'isolement. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est ni absous ni condamné. Il incarne un point de tension où deux fragilités s'affrontent, celle d'une rupture exposée et celle d'un statu quo dépendant. La question laissée ouverte est pratique non morale. Quelle option réduit la violence quotidienne et à quel prix collectif ? Ce point marque un basculement dans le récit. La rupture n'est plus seulement nationale, elle devient régionale. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, est présentée non comme un simple pacte défensif, mais comme un instrument qui recompose des équilibres hérités. L'enjeu n'est pas idéologique, il est mécanique. Répondre ensemble rend chaque pression plus coûteuse
et chaque sanction plus difficile à isoler. Le texte insiste sur un glissement précis. Pour la première fois depuis des décennies, 3 États voisins décident de fermer collectivement les failles par lesquelles s'engouffraient pression diplomatique, coupures et interruption de services essentiels. Dans cette narration, Ibrahim Traoré n'apparaît pas en surplomb, mais comme un relais d'alignement, un acteur qui s'insère dans une dynamique plus large que sa personne. Le centre de gravité se déplace, et avec lui le calcul des risques. Une scène condensée illustre cette mutation. Si un pays subit un étranglement économique, les autres ouvrent leur route. Si une capitale est visée, la réaction devient collective. Le récit ne promet pas l'efficacité, il souligne l'effet immédiat de visibilité. Plus l'alliance devient tangible, plus les contre-mouvements gagnent en intensité. Ce milieu de parcours sert de miroir. Il montre pourquoi la séquence est perçue comme dangereuse, non parce qu'elle garantit le succès, mais parce qu'elle modifie la structure même des pressions possibles. À partir de là, les conséquences deviennent concrètes. Du côté de l'État, la rupture décrite produit un double effet. L'appareil public cherche à reprendre la main sur des leviers qu'il ne contrôlait que partiellement. Sécurité, contrats miniers, marge monétaire. Cette reprise renforce l'autorité interne, mais expose immédiatement aux contre-coups. Sanctions, suspension d'aide, pression diplomatique et tentatives d'isolement deviennent des variables quotidiennes. Le récit insiste sur un point précis. Un État qui rompt avec ses dépendances devient plus vulnérable avant d'être potentiellement plus autonome. La phase intermédiaire est la plus coûteuse, car elle exige de tenir sans filet extérieur. Pour les entreprises locales, les effets sont contrastés. Certaines activités, agriculture, commerce de proximité, services essentiels, gagnent en importance stratégique car elles amortissent les chocs venus de l'extérieur. Elles bénéficient d'une attention accrue de l'État qui cherche à sécuriser l'approvisionnement et l'emploi. D'autres entreprises subissent l'impact inverse, hausse des coûts d'importation, incertitudes sur les partenaires, fluctuations liées aux sanctions et aux routes commerciales perturbées. Le texte souligne que la rupture n'offre pas de dividende économique immédiat. Elle ouvre des opportunités, mais crée aussi une zone d'instabilité où l'adaptation devient une condition de survie. Du côté des citoyens, le récit adopte un prisme plus humain. Les conséquences se traduisent par des sacrifices temporaires, coupures d'électricité, tensions sur certains biens essentiels, ralentissement logistique. Ces difficultés sont intégrées comme un prix de la liberté dans la narration, non comme une promesse de confort rapide. Le soutien populaire se manifeste alors par des gestes concrets, dont mobilisation locale, entraide communautaire. Ibrahim Traoré est cité ici comme un point de ralliement, mais le texte insiste sur le fait que l'adhésion vise moins un homme qu'une direction perçue comme nécessaire face à une dépendance jugée plus coûteuse. À l'échelle de la région, enfin, les effets décrits dépassent le Burkina Faso. L'Alliance des États du Sahel modifie la circulation des biens, des décisions et des pressions. La fragmentation régionale, présentée comme un outil traditionnel d'influence extérieure, devient plus difficile à exploiter. Les partenaires externes doivent recalculer leurs leviers, tandis que d'autres États observent la scène comme une expérience politique potentiellement inspirante. Le récit suggère que cette recomposition n'est ni stable ni acquise, mais qu'elle change déjà les paramètres du jeu. En reliant ces 4 niveaux, le texte montre que la séquence ne se limite pas à un pouvoir central. Elle redessine simultanément institutions, économie locale, vie quotidienne et équilibre sahélien, avec Ibrahim Traoré comme vecteur visible d'une transformation plus large. Le récit projette la dynamique actuelle à travers 3 trajectoires possibles, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture permettant de mesurer la tension entre continuité et rupture. Chacune dépend moins d'un événement isolé que de l'enchaînement des réactions internes et externes. Ibrahim Traoré y apparaît comme un facteur d'accélération, mais jamais comme l'unique variable. Dans une première trajectoire possible, la situation se consolide, mais reste fragile. La sécurité progresse lentement grâce à une coordination plus cohérente entre armée, volontaires et services locaux. L'Alliance des États du Sahel fonctionne, mais ses chantiers économiques et monétaires avancent à un rythme inégal. Les sanctions persistent sans s'intensifier, maintenant une pression constante sur l'économie.
L'État gagne en autonomie opérationnelle, tout en restant exposé aux ruptures d'approvisionnement. Cette trajectoire stabilise sans transformer, et rend la situation supportable sans la rendre confortable. Dans une seconde trajectoire, plus favorable, le récit imagine une bascule stratégique. Les gains sécuritaires deviennent visibles, certaines zones reviennent progressivement sous contrôle et la confiance interne se renforce. L'Alliance régionale accélère ses instruments. Corridors logistiques protégés, règles minières harmonisées, coopération monétaire en gestation. Le Burkina Faso devient un pivot et Ibrahim Traoré est perçu comme un coordinateur capable d'utiliser les alliances pour réduire l'effet des pressions extérieures. Cette dynamique attire l'attention d'autres États cherchant à réduire leur dépendance, modifiant le centre de gravité sahélien. A l'inverse, le récit envisage aussi une trajectoire plus sombre, celle d'un étouffement progressif. Les contre-mouvements évoqués dans le récit, sanctions durcies, coupures, rumeurs, manipulation de l'information, prennent l'avantage. L'insécurité freine l'action publique, l'économie s'essouffle et l'alliance régionale se fragilise sous des pressions conjuguées. La priorité devient la survie institutionnelle et les anciennes dépendances risquent de se reconstituer. Le récit propose alors une idée simple pour lire la suite. Si les pressions augmentent, la coordination doit suivre, sinon la rupture se replie. Lire ces scénarios comme des systèmes ouverts évite l'illusion du destin figé et rappelle que chaque choix produit des effets en chaîne. Le récit cherche ici à déplacer les enjeux géopolitiques vers des trajectoires individuelles. Il distingue 3 profils de lecteurs, non pour les opposer, mais pour montrer comment une même séquence produit des effets différents selon la position occupée. L'objectif n'est plus d'analyser des alliances, mais de transformer une attention passive en vigilance active. Pour celui qui vit sur place, au Burkina Faso ou dans un pays voisin, la question centrale reste la continuité de la vie quotidienne. Le texte décrit une routine faite d'incertitudes, nuits instables, tensions logistiques, services irréguliers, mais il insiste aussi sur une détermination nouvelle, nourrie par l'idée que résister coûte moins cher que subir. L'impact est d'abord émotionnel, puis pratique. 2 gestes émergent, s'informer régulièrement sans céder aux rumeurs et renforcer les réseaux de solidarité locale qui amortissent les chocs. Pour celui qui vit dans la diaspora, la distance crée un autre type de tension. L'information arrive souvent fragmentée, filtrée par des cadrages extérieurs ou des images sensationnelles. Le récit souligne alors un dilemme, comment soutenir sans amplifier la polarisation. Les pistes proposées restent modestes mais concrètes. Vérifier les sources avant de relayer et encourager des échanges qui dépassent l'adhésion réflexe ou le rejet automatique. L'attention devient un acte de responsabilité. Pour celui qui observe de l'extérieur, enfin, la séquence rappelle que les crises sahéliennes ne sont jamais isolées. Elles influencent les prix, les politiques migratoires, les choix énergétiques et les équilibres diplomatiques. Le texte invite ce lecteur à replacer chaque événement dans une chaîne longue, plutôt que dans une réaction immédiate. Dans ces 3 cas, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un objet de fascination, mais comme un repère narratif. Ce qui compte n'est pas l'homme, mais la capacité du lecteur à lire les mécanismes sans se laisser renfermer par un seul récit. Le texte insiste sur un point souvent négligé. Une rupture ne tient pas par l'intensité de l'élan, mais par la capacité à devenir un système. Il ne propose pas un plan technique détaillé. Il dessine une séquence d'actions mesurables, ordonnée dans le temps, dont l'objectif est de survivre aux pressions extérieures comme aux fragilités internes. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une solution unique, mais comme un point d'appui autour duquel une architecture collective doit se consolider. Sur les 2 premiers mois, l'objectif est de sécuriser l'essentiel. L'effort se concentre sur les corridors vitaux, routes d'approvisionnement, hôpitaux, zones de marché, pendant que les communautés structurent l'entraide locale. Le critère d'évaluation reste simple. Réduction des ruptures de services critiques et continuité minimale des stocks médicaux. Entre le 1er et le 4e mois, l'effort se déplace vers la stabilisation de l'information. Autorités, médias locaux et relais civiques sont appelés à diffuser des points réguliers, sobres et vérifiables pour contrer rumeurs et paniques. Le succès se mesure par une baisse des fausses alertes et une cohérence accrue des messages publics. Du 2e au 6e mois, il s'agit surtout de verrouiller la coopération régionale. Burkina Faso, Mali et Niger
synchronise logistique, frontières et réponse aux sanctions. L'indicateur clé est le maintien des flux commerciaux malgré les pressions. Entre le 3e et le 9e mois, le récit revient sur le dossier des ressources. Auditer les contrats, imposer des exigences minimales de retombées locales sans promettre l'impossible. La transparence devient le signal attendu. Enfin, jusqu'au 12e mois, l'objectif devient la résilience durable. Réinvestir école, santé et administration pendant que la société civile surveille la corruption au quotidien. Le fil conducteur reste clair. Faire survivre la méthode aux hommes, y compris à Ibrahim Traoré. Le récit revient alors à Ousmane, non pour fermer l'histoire, mais pour la mesurer. Rien, dans sa vie, n'a l'éclat des sommets diplomatiques, ni la dramaturgie des plateaux télévisés. Sa fatigue n'est pas une statistique, c'est une mémoire accumulée. Celle d'une génération qui a voté, attendu, espéré, puis appris à compter les nuits calmes plutôt que les promesses. À travers lui, chaque décision prend un poids concret. Le prix du riz, l'ouverture d'une école, la peur qui tombe ou qui revient. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cesse d'être un nom répété par commentaires et slogans. Il devient un test, au sens strict, le test d'une rupture capable de produire autre chose qu'un moment. Le texte insiste sur un danger intérieur plus silencieux que les sanctions, l'attente de miracles. Quand un homme est transformé en symbole absolu, le collectif se fige, regarde, espère au lieu de construire. Or, la mécanique décrite exige l'inverse. Des administrations qui tiennent malgré la pression, des citoyens qui surveillent la corruption sans relâche, des solidarités qui comblent les vides quand les chaînes d'approvisionnement se tendent, même quand le quotidien devient plus coûteux. La phrase clou tombe sans emphase, une rupture sans système retombe. Et c'est précisément pour cela que, dans ce récit, Ibrahim Traoré apparaît comme un début, pas comme une fin. Le récit se referme sur une invitation, non sur un verdict. Il décrit une lutte qui dépasse un pays parce qu'elle touche à une question de dignité collective, qui fixe les règles, qui garde les clés et qui paye la facture quand un système se défend. Dans cette perspective, le Burkina Faso n'est pas une exception exotique, mais un miroir grossissant de mécanismes plus larges. Ressources, monnaie, alliances, informations qui traversent le monde contemporain. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de choisir un camp par réflexe, il est de choisir une méthode d'attention. Lire lentement, vérifier avant de relayer, refuser le récit unique qu'il vienne d'un média dominant ou d'une ferveur militante. Se demander, à chaque épisode, quel mécanisme est à l'œuvre et quel acteur en tire un avantage concret. Si Ibrahim Traoré est mentionné jusqu'ici, ce n'est pas pour susciter l'adhésion ou le rejet, mais pour comprendre ce que son exemple déclenche dans un système déjà sous tension. La discussion utile commence là, dans cette distinction entre symbole et structure. La question finale reste volontairement ouverte et exigeante. Dans cette histoire, qu'est-ce qui relève du visage et qu'est-ce qui relève des règles ? C'est à partir de cette interrogation que le dialogue peut continuer.